Bonjour à tous. Dans cette quatrième vidéo consacrée à l'éditeur de contenu de WordPress qui s'appelle désormais Gutenberg, nous allons continuer notre exploration et nous allons aussi prendre en compte la version 5 de WordPress qui vient juste de sortir. Désormais, Gutenberg fait partie intégrante de WordPress et n'est donc plus un plugin. Vous pouvez toujours l'utiliser comme plugin dans les anciennes versions, mais à partir de la version 5, il fait partie intégrante du système. À ce titre, Gutenberg a vraiment évolué, il a été mis à jour de nombreuses fois, et maintenant on peut dire qu'il a une forme vraiment définitive. Et nous allons donc voir ensemble toutes les dernières avancées qui ont été faites, et vous allez voir qu'en fait il y a des choses intéressantes. Nous allons étudier toutes les évolutions de l'interface, à savoir l'ajout du bouton ici navigation de bloc, que nous n'avions pas vu par le passé. Nous verrons aussi en détail le contenu du menu afficher plus d'options et options qui contient des nouveautés très intéressantes. Nous verrons aussi la gestion des blocs réutilisables. Nous allons voir aussi que nous pouvons modifier, par exemple ici dans le cas d'un paragraphe, rappelez-vous que nous avions examiné les couleurs dans les anciennes vidéos, et ici nous avons la possibilité de mettre une palette de couleurs personnalisée. Nous allons voir tout ça. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous tout de suite dans la suite de cette vidéo pour entrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, et contrairement aux 3 vidéos précédentes, nous allons utiliser un seul site pour notre exploration. Je vous rappelle que dans les vidéos précédentes, j'avais utilisé un site dans lequel on pouvait accéder à l'ancien éditeur. J'avais utilisé un autre site sur lequel j'avais installé un thème spécifique qui était compatible avec Gutenberg, et j'avais aussi utilisé un troisième site avec notre thème qui fait l'objet d'une série de tutoriels, c'est-à-dire le thème que vous voyez actuellement à l'écran et sur lequel on avait installé le plugin Gutenberg. Cette fois-ci, pour simplifier les explications, nous allons utiliser un seul site, et sur ce site, j'ai installé le thème que nous avons l'habitude d'utiliser pour notre formation en plusieurs parties. Je vous renvoie momentanément sur ma chaîne YouTube sur la playlist, et vous avez pour certains suivi le tutoriel. Nous avons un tutoriel qui s'appelle Créer un thème WordPress, et actuellement nous en sommes à la fin de la partie 8 ici. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de notre tutoriel consacré. Voilà, donc si vous n'avez pas encore suivi cette série, je vous conseille vivement de le faire. Je vais donc utiliser ce thème. Je reviens sur le site ici. Je me positionne au niveau du tableau de bord. Et vous voyez que sur ce site, j'ai fait le grand saut. J'ai installé la version 5 de WordPress et j'utilise le thème qui s'appelle Machin X. Alors ce thème Machin X est une copie du thème Machin, je l'ai appelé ainsi dans le tutoriel en plusieurs parties, et là je l'ai appelé Machin X parce que actuellement je suis en train de préparer la suite du tutoriel justement avec la mutation vers WordPress 5 et Gutenberg. Ici nous n'allons pas rentrer dans ce genre de détails, mais sachez que si vous avez suivi le tutoriel, vous allez vous trouver en terrain connu puisque vous allez reconnaître le thème. Si vous n'avez pas suivi le tutoriel, ce n'est pas gênant, parce que tout ce que je vous expose ici au niveau de Gutenberg peut s'appliquer dans n'importe quel thème. La première conséquence sur le fait d'installer la version 5 de WordPress, c'est que Gutenberg maintenant fait partie du système. Il fait partie du corps, comme on dit. Et la deuxième conséquence, c'est que si vous aviez installé le plugin Gutenberg sur une installation antérieure, on voit ici que le plugin est désactivé. Forcément, WordPress, en faisant la mise à jour, il a détecté que nous avions le plugin Gutenberg, et comme maintenant il a intégré dans son corps, il a désactivé le plugin. On peut même carrément le supprimer car il n'a plus aucune utilité. Je vais donc ici, au niveau de mon site qui est en version 5, cliquer sur supprimer pour supprimer le plugin Gutenberg qui ne me sert plus. Alors bien sûr, j'en profite ici pour vous inciter à une certaine prudence actuellement, car là nous sommes aujourd'hui le 10 décembre 2018. La version 5 de WordPress est sortie depuis à peine quelques jours. Je crois qu'elle est sortie le 6 ou le 8, c'est tout à fait récent. Et bien sûr, sur vos sites réels, je vous conseille d'attendre un petit peu, de voir s'il n'y a pas d'écho avec certains plugins qui ne marchent pas, etc. Moi je vous conseille au moins d'attendre une première mise à jour, on ne sait jamais, et de suivre l'actualité pour voir s'il n'y a pas des problèmes avec certains plugins, car pour des sites en production, ça peut vraiment être fâcheux. Allez-y sur vos sites en local,
sur vos sites de développement, comme on le fait ici. Mais encore une fois, sur les sites réels, je vous incite à une certaine prudence dans l'immédiat. Maintenant, nous allons examiner rapidement les modifications que j'ai effectuées sur le thème afin qu'il puisse afficher correctement les images avec les classes Align Wide et Align Full. Je vous rappelle que nous avons parlé de ces classes dans les vidéos précédentes et je vous avais exposé quelles étaient les modifications que l'on devait faire. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai effectué ces modifications sur le thème présent. Je descends ici et je vais ouvrir cet article ici. Et vous voyez que cet article contient une image qui s'affiche en pleine largeur. Sur le thème de la version précédente, alors je vais rebasculer ici sur un autre site. Vous voyez qu'au début je vous ai dit qu'on allait utiliser qu'un seul site, mais en fait je me contredis puisque je vous montre l'ancien site, peu importe. Ici, lorsque nous visualisons un article, par exemple celui-ci, rappelez-vous que nous sommes confinés à une largeur de 1140, ça je vous l'avais expliqué ici. La largeur maximum est donnée par la taille du texte ici, parce que dans notre thème, donc je me positionne ici au niveau du fichier single.php du thème de l'ancienne version, nous avons ici des conteneurs de Bootstrap, la classe container. Donc cette classe container, elle a une taille fixe, elle est limitée à 1140. Donc nous allons devoir changer cela. Alors ici je vais basculer sur le fichier single.php du thème que nous allons utiliser. Et vous voyez que j'ai remplacé la classe container par la classe container fluide qui, elle, prend toute la largeur du viewport. Et ensuite, nous allons réguler la largeur de nos éléments autrement avec du CSS. Ensuite, je reviens sur l'ancienne version du fichier single.php. Nous avions ici une div de classe col12. Nous avions rajouté un identifiant canHaveCaption pour gérer les anciens captions des images qui, maintenant, avec Gutenberg, ne sont plus utilisés. Cet identifiant va devenir inutile et vous voyez que sur la nouvelle version de ma page single.php, j'ai une classe col12 et j'ai rajouté une classe LGMacEntry en utilisant le fameux préfixe que nous avions utilisé dans notre thème et j'ai rajouté le mot entry pour dire c'est une entrée en anglais. Et nous allons gérer ensuite ceci avec le CSS. Alors je vous rappelle, ici nous avons le fichier single.php qui correspond à cette ancienne version du thème. Et vous voyez que la largeur est confinée ici à 1140, ça ne peut pas dépasser puisque c'est le container de Bootstrap qui l'impose. Et ici nous avons le nouveau thème où nous voyons que nous pouvons dépasser cette limite parce que nous avons ici utilisé la classe container fluide de Bootstrap. Alors bien sûr, ici, nous sommes dans un contexte de Bootstrap. Si vous créez votre CSS vous-même, c'est à vous d'adapter. Hein. Bien sûr, là, on ne va pas trop rentrer en profondeur parce que ce tutoriel n'est pas dédié à la conception web, il est dédié à Gutenberg. Donc je vous montre juste ce que j'ai fait, mais vous, c'est à vous de vous adapter à votre contexte. Ici, je vous signale aussi que j'ai mis la classe Bootstrap px0 pour lui signifier un padding horizontal égal à 0. Ça, c'est pour éviter le padding sur les bords et pour permettre à l'image d'aller carrément toucher les bords. Voilà la modification de notre page ici. Je n'ai effectué cette modification actuellement que sur single.php. Bien sûr, il faudrait le répertorier sur toutes les autres pages. On va rester générique dans cette vidéo. On va se concentrer sur Gutenberg. Donc là, je vais vous montrer la modification sur single.php uniquement. Ensuite, je vais me rendre dans le CSS. Avant cela, je vais vous faire remarquer ici donc cette classe que j'ai rajoutée, LGMacEntry. Je bascule sur le CSS et nous voyons ici, j'ai fait un pavé qui s'appelle Adaptation Gutenberg. J'utilise la classe LGMacEntry et si j'ai des éléments qui sont ni Align Wide et ni Align Full, ce qui correspond à ces deux pseudo-éléments ici note, à ce moment-là, je vais lui donner une largeur maximale de 1140 pixels. Je vais donc recréer artificiellement les conditions de mon ancienne classe container. Par contre, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, si j'ai les classes LGMacEntry Align Wide, c'est-à-dire la classe qui lui permet de s'afficher en pleine largeur, à ce moment-là, je lui dirais d'avoir une largeur maximum de 1400 pixels. Et si j'ai la classe Align Full,
Mais là, j'ai pas besoin de le signifier puisque c'est la valeur par défaut. Il aura une largeur de 100%. Je n'ai pas besoin de le mettre, hein, mais j'aurais pu mettre, si je fais CTRL-C, ici, comme ceci. Et là, j'utilise la classe Align Full. J'aurais pu lui mettre Width 100%, mais c'est la valeur par défaut, donc c'est pas la peine de le mettre puisque c'est pris par défaut. Donc dans ce cas ici, je récapitule. Pour tous les éléments, puisque tous nos blocs vont avoir leur propre container, à ce moment-là, si on n'a pas la classe Align Wide ni la classe Align Full, à ce moment-là, ils auront une largeur maximum de 1140 pixels. Si nous avons la classe Align Wide, qui est la classe intermédiaire, disons avant la pleine largeur, à ce moment-là, on lui impose, dans notre cas, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, moi je lui impose 1400 pixels, mais ça pourrait être plus ou moins, ça c'est vous qui le déterminez. Et ensuite, si nous avons la classe Align Full, il va prendre naturellement toute la largeur du viewport. Voilà pour le CSS. Au passage, cette règle ici me servait pour les tests, je peux la supprimer. J'enregistre. Donc encore une fois, je vous rappelle que ce cas-là, ici, cette modification, ça concerne mon thème. Vous, il faudrait adapter au vôtre. Ensuite, la dernière condition pour que cette classe Align Wide et Align Full soit détectée, c'est que nous ayons pris en compte une option du thème. Donc je reviens ici dans le fichier function.php de mon thème. Alors au passage, vous voyez que ici nous avons maintenant plain include, car j'ai fait un petit peu de refactoring pour réorganiser mon code, et ça fera l'objet de la saison 9 du tutoriel. Donc actuellement, tous les utilitaires sont ici dans le utils.php que j'ai ici, et vous voyez que j'ai dû rajouter la ligne add theme support align wide pour qu'il supporte les deux classes align wide et align full. Au passage, ici, il y en a une que j'avais détectée, mais il y a un petit moment, je ne sais pas si elle est encore valable. Ici, add theme support Gutenberg array wide image égale true. Ça, je pense que c'est une ancienne règle. Donc, si vous faites des recherches, vous risquez de la retrouver dans les résultats. Donc, actuellement, en fait, il ne faudrait pas l'utiliser. Donc je vais la recommenter. Il faut utiliser add theme support align wide, comme ceci. Maintenant, si je reviens sur le site avec le thème nouvelle version, je vois donc que mon image avec la classe align full prend tout l'espace du viewport et que le reste, c'est-à-dire le texte et les autres éléments, se comportent plus ou moins comme avant, c'est-à-dire qu'il est limité dans une largeur de 1140 pixels. Je peux faire une inspection du code ici avec le bouton droit de la souris, examiner l'élément. Alors dans un premier temps, je vois mon conteneur fluide ici. Je vois qu'il a une largeur de 100%, c'est bien ce que je voulais. Il occupe toute la largeur du viewport. Par contre, tous les éléments à l'intérieur de mon article ici, avec la classe LGMAC Entry, tous les éléments, c'est-à-dire tous les blocs en fait maintenant, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler. Si je prends ce bloc paragraphe ici, je vois qu'il a une largeur maximum de 1140 pixels. Il ne va pas dépasser la largeur. Le deuxième paragraphe, c'est pareil, tous les éléments ici. Par contre, maintenant, si je prends ici l'élément figure qui a une classe Align Full, je vois qu'il a une largeur maximum de 100%, qui est donnée par bloc image. Et donc, par défaut, il va prendre toute la largeur. Et étant donné que j'ai utilisé la classe aussi ici, en revenant vers le container fluide, la classe px0, on voit ici qu'elle annule le padding horizontal. Si je la décoche, je vois ici que mon image se décolle d'un côté. Donc il est important aussi de bien gérer les paddings. Donc je vois que maintenant mon image s'affiche correctement en pleine largeur et le reste comme avant, plus ou moins. Si je reviens au niveau ici du tableau de bord, si je me positionne dans les articles et dans mon article, je vais retrouver le développement de mon article. Je vais vous faire remarquer aussi qu'ils ont enfin corrigé une erreur sur les boutons. Je clique ici à l'intérieur de mon image. Alors vous voyez que la barre ici a disparu. Alors on va y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, je vais remettre comme avant. Voilà. Je clique sur le bloc et je vois la barre au-dessus. Je clique sur le paragraphe par exemple, je vois la barre au-dessus. Après, on va voir les modifications qui ont été apportées.
Donc je reclique sur l'image et là, si nous survolons les deux derniers boutons, enfin ils ont changé les libellés. Nous avons ici pleine largeur et là nous avons grande largeur. Rappelez-vous qu'avant ils avaient donné le même libellé pour les deux boutons. Donc ça a été corrigé. Maintenant nous allons voir les nouveautés dans cet éditeur Gutenberg. Au niveau des corrections, nous avons récupéré ici, lorsque nous avons une image qui utilise l'une des deux classes Align Full ou bien Align Wide, la capacité de changer la taille de l'image. Je vous rappelle qu'auparavant, nous ne pouvions pas le faire. Il fallait pour cela repasser sur l'un des trois boutons précédents, c'est-à-dire les trois premiers boutons, et nous avions ici accès à la taille de l'image. Nous n'avions pas accès à la taille de l'image lorsque nous étions sur les deux derniers boutons. Donc apparemment, ils l'ont ici corrigé, puisque nous voyons que la liste déroulante taille de l'image a refait son apparition. Par exemple ici, je peux choisir la miniature. Bon, bien sûr, ce n'est pas un choix très judicieux, vous voyez que c'est affreux, mais en fait, on peut changer la taille de l'image. Et encore une fois, lorsque nous aurons une image en pleine largeur ou en grande largeur, il faudra utiliser une image de grande taille. Donc je vais revenir sur grande. Grande fait 1024 je crois. On pourrait même prendre taille originale. Alors il faut voir, hein. On a parlé de ça dans les vidéos précédentes, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais retenez que maintenant, lorsque nous sommes sur ces deux derniers boutons, nous pouvons à nouveau changer la taille de l'image. Ensuite, nous avons un nouveau bouton qui a fait son apparition ici, qui s'appelle Navigation de bloc. Ce bouton vous permet d'afficher toute la structure de votre document, c'est-à-dire tous les blocs qui le composent, et en cliquant sur une ligne, passer d'un bloc à l'autre. Par exemple, si je clique ici sur la dernière ligne, c'est-à-dire paragraphe, je vais me positionner sur le dernier paragraphe en mode d'édition. Si je clique à nouveau sur le bouton et si je choisis la première ligne, paragraphe, je vais me trouver en édition sur le premier paragraphe. Cela vous permet donc de naviguer facilement dans votre document. C'est en complément ici du bouton Info qui lui vous communique toujours le nombre de mots, le nombre de titres, de paragraphes et de blocs. Je pense que maintenant les bugs d'affichage que nous avions ont été corrigés et que le nombre de paragraphes correspond exactement à la quantité que vous avez introduite. Je vous rappelle aussi que ce bouton Information vous permet aussi d'afficher la hiérarchie de votre document lorsque vous mettez des sous-titres. Par exemple, si je remplace ici ce bloc par un titre H2, comme ceci, maintenant il va apparaître dans la hiérarchie avec le titre. Ça, nous l'avions vu dans les vidéos précédentes, ça fonctionne toujours. Avant de continuer l'exploration des nouveautés, j'ai quand même envie pour vous montrer la différence, de rajouter une image ici avec la classe Align Wide. Donc je vais me positionner à la suite de ce paragraphe ici, et je vais insérer une image. Donc ici, image. À partir de la bibliothèque de médias, je vais prendre celle-ci, je vais la sélectionner, et je vais donc appliquer la classe grande largeur, c'est-à-dire Align Wide. Et je vais enregistrer, ou mettre à jour plutôt. Je vais revenir sur ici la page, je vais afficher, et vous voyez que mon image se met avec une largeur maximum 1400, comme j'avais prévu dans le CSS. Le texte, lui, reste confiné à 1140, mais l'image, comme j'ai défini dans mon CSS, une largeur maximum de 1400. D'ailleurs, je pourrais, si je voulais la modifier, rien ne me l'impose. Je peux mettre par exemple 1320, ici, enregistrer, et si je rafraîchis, je vois que mon image va avoir une taille. Je peux le vérifier ici, avec la figure, et nous voyons bien ici que la taille maximum de mon image est de 1320. Et que cela produit un contraste entre la pleine largeur et la grande largeur. Voilà, donc je retourne au niveau de l'éditeur Gutenberg et nous allons voir la suite. Alors ici, il y a un menu que je n'avais pas exploré dans les vidéos précédentes, mais je pense que ce menu a subi beaucoup d'additions. Donc je vais l'ouvrir ici et nous allons l'explorer ensemble. Dans la première section de ce menu qui s'appelle Vue, nous avons trois entrées. La première, barre d'outils du haut. En cliquant ici, nous allons faire en sorte que dès que nous entrons
en édition d'un bloc, quel qu'il soit, par exemple je clique dans le paragraphe ici, la barre de bouton se situe toujours en haut. Si je descends et que je veux éditer cette image en cliquant dessus, la barre de bouton va toujours se trouver en haut. Alors que si je décoche cette option, ici comme ceci, à ce moment-là, la barre de bouton va se situer à chaque fois au-dessus du bloc dans lequel on est entré en sélection. Par exemple, je remonte ici, je reclique sur le paragraphe, la barre d'outils va être collée comme avant en fait, comme c'était au début. Donc je pense que cette option a été rajoutée récemment, elle est assez pratique. En fait, cela nous permet d'avoir les boutons toujours en haut. Le fait d'avoir cette barre de boutons en haut nous permet aussi d'éviter de masquer les éléments du bloc supérieur. Par exemple, ici, si je reviens à la situation antérieure, vous voyez que lorsque je sélectionne le paragraphe ici, le bloc, la barre d'outils va masquer en partie le sous-titre qui est plus haut et ça peut être désagréable à l'utilisation. Je vais donc remettre ici la barre d'outils en haut pour l'instant. Ensuite, dans cette section vue, nous avons un mode qui s'appelle mise en lumière. Je vais cliquer dessus. Tout est grisé par défaut. On voit ici que les images sont un peu atténuées, le texte aussi. Si je clique sur un paragraphe, il va devenir sélectionné et il s'affichera normalement. Si je clique sur l'image va s'afficher normalement et les paragraphes autour, les éléments autour seront grisés. C'est question de goût. Vous le mettez pas, c'est vous qui voyez. Et ensuite, nous allons avoir la possibilité d'un mode plein écran, comme nous l'avions dans le temps avec l'ancien éditeur. Ça vous permet de ne pas avoir la barre d'outils de WordPress, etc. Vous pourriez même aussi effacer encore une fois la barre de notification ici, documents et blocs, en cliquant sur ce bouton ici et d'avoir la page en pleine largeur. Donc ça concernait la première partie de ce menu, c'est-à-dire la section vue. Chaque élément est sélectionnable individuellement. Pour des préférences personnelles, je vais tous les désactiver pour l'instant. Donc je clique sur chaque ligne pour enlever sa sélection et je vois que la coche ici disparaît. Ensuite, dans ce menu, toujours, nous avons une deuxième section qui s'appelle Éditeur, dans laquelle nous pouvons choisir entre éditeur visuel et éditeur de code, un peu comme nous l'avions avant dans l'ancienne version de l'éditeur. Par contre, il ne va pas falloir confondre ceci avec la capacité dans chaque bloc de faire une édition en HTML. Par exemple, ici, je vais mettre un élément en gras, je vais mettre un élément ici en italique. Et je vois qu'ici dans le menu, j'avais la possibilité de cliquer sur modifier en HTML et je vois apparaître le code HTML de mon élément, à savoir les balises paragraphes ici et les balises strong dans ce cas et la balise EM dans ce cas. Je reviens ici sur l'édition modifier visuellement. Maintenant, si je reviens dans ce menu afficher plus d'options et options et si je clique sur éditeur de code, à ce moment-là, je vais voir le code de tout mon document, c'est-à-dire tout l'article ici. Tous les blocs confondus. Et nous allons découvrir la nouvelle syntaxe de WordPress pour définir les blocs. Nous voyons ici que pour chaque bloc, nous avons un commentaire ouvrant et un commentaire fermant avec le nom du bloc. Par exemple ici, il s'agit du bloc heading, donc c'est un en-tête, et nous voyons notre en-tête à l'intérieur. Ensuite, nous avons un bloc paragraphe qui commence par une balise WP de point paragraphe qui se termine par la même balise fermante et notre texte est à l'intérieur. Ensuite, pour une image, nous avons une balise ici commentaire WP de point image avec l'identifiant de l'image et les caractéristiques associées à l'image, à savoir la classe align full, et nous avons le code correspondant à l'image. Donc ici, nous avons la possibilité de voir comment notre article est stocké dans la base de données. C'est la nouvelle façon de procéder de WordPress. Nous avons des nouveaux commentaires. Ce sont des genres de balises qui vont être interprétées par WordPress pour déterminer les blocs lorsque notre article sera lu à l'affichage. Voilà à quoi sert cet affichage. Donc je retourne ici et je vais cliquer sur éditeur visuel pour revenir à la situation normale. Ensuite, si je reviens dans le menu, ici, dans la nouvelle section qui s'offre à nous, outils, ici, nous avons dans un premier temps une ligne qui s'appelle gérer tous les blocs réutilisables. Alors les blocs réutilisables, c'était une possibilité qui nous était donnée à partir d'un bloc de l'enregistrer en fait et de pouvoir le réutiliser dans d'autres articles ou d'autres pages.
Par exemple, si vous faites une liste particulière, vous pouvez la mettre en bloc réutilisable et la réutiliser, ou bien une mention de copyright, ou enfin peu importe. Et pour cela, il suffisait dans un bloc de se rendre dans le menu local, ici, et de choisir Ajouter au bloc réutilisable. Alors normalement, ici, je pense que j'en avais créé un, je vais mettre en position d'insertion, et ici je vais faire plus. Et si je me rends ici dans les blocs réutilisables, ici j'avais créé un bloc au préalable, nous avions dû le faire ensemble, ou peu importe. Donc ici j'avais créé un genre de tableau, c'est un tableau. Si je l'inspecte, alors je ne peux plus l'inspecter, alors justement c'est pour ça, c'est là où je vais en venir au menu. Dorénavant, ces blocs réutilisables sont gérés à part. C'est-à-dire que ici dans le menu, si je clique sur Gérer tous les blocs réutilisables, là il faut que j'enregistre, puisque j'ai rajouté un bloc, je vais enregistrer, pardon. Donc je reviens ici, je clique sur Gérer tous les blocs réutilisables, et je vois que tous ces blocs ont été stockés maintenant dans une partie de WordPress ici. Alors je ne sais pas où c'est qu'on le trouve, mais bon, on y accède par le menu que je viens d'utiliser. Et je vois qu'ici j'ai mon premier bloc partagé sans intitulé, parce que je ne lui ai pas donné de nom encore. Si je l'ouvre ici, je retrouve le tableau que je viens d'insérer dans mon document. Si par exemple ici je duplique ces deux dernières lignes comme ceci, et que là je mets 7 et 8. Et si je mets à jour, là à ce moment-là je peux lui changer le titre. Je vais l'appeler tableau simple, peu importe. Je mets à jour. Alors par contre, là je sais pas trop comment revenir dans la liste. La liste, je sais pas, peut-être qu'on peut l'atteindre quelque part. Donc là je le découvre en fait. Je le découvre avec vous. Donc j'ai modifié un élément partagé. Je vais revenir dans l'article que j'étais en train de modifier, c'est-à-dire celui-ci. Et je vois que le contenu a changé, je vois 7 et 8 maintenant. Et ici j'ai un nouveau bouton, voilà, c'est un bloc réutilisable, si j'ai plus. Et vous voyez qu'il n'a pas de barre d'outils. Donc voilà le changement, les blocs réutilisables maintenant sont gérés à part. Et pour les atteindre, il faut cliquer ici sur ce menu. Par contre, une fois qu'on est dans la liste, je ne vois pas pour l'instant de bouton pour revenir à l'édition de l'article. Alors peut-être que je ne sais pas où c'est, ou peut-être que c'est pas encore prévu. Dans ce cas, il suffit de revenir là où on était, donc c'est-à-dire article, hello, l'article que j'étais en train d'éditer, et on se retrouve dans l'article. Alors là, peut-être que au niveau de l'ergonomie, ils vont l'améliorer un peu plus tard, je ne sais pas. Enfin, sachez que le bloc réutilisable, vous pouvez en créer un ici, hein. Vous pouvez prendre ce paragraphe ici, cliquer sur le bouton plus d'options et lui dire ajouter au bloc réutilisable. Et par contre, là, il va vous proposer de mettre un titre. Donc là, je vais l'appeler un paragraphe simple. Je fais enregistrer. Et maintenant, si je me rends à nouveau dans la liste avec gérer tous les blocs réutilisables, bien sûr, il faut que je mette à jour ma page au préalable. Je recommence, gérer tous les blocs réutilisables. Et là maintenant, dans la liste, je vais en avoir deux. Voilà, donc je reviens aux articles. Ensuite, dans cette section outils, nous avons une section qui s'appelle raccourci clavier. Alors là, c'est une simple liste ici de tous les raccourcis clavier utilisables à l'intérieur de Gutenberg. Donc c'est très pratique pour gagner du temps en les utilisant. Donc il suffit de lire la liste et appliquer le raccourci. Donc là, on ne va pas tellement s'attarder dessus. Donc je ferme. Et finalement, dans la section outils, nous avons une commande copier tout le contenu. Ça va simplement copier le contenu de l'article en mode code. Je peux le faire, donc je clique sur copier tout le contenu. Il me dit que c'est copié. Maintenant, si je me rends ici dans l'éditeur de code et si j'ouvre un nouveau document, je peux coller comme ceci tout ce que je viens de copier et je retrouve tout le contenu de mon article avec les nouvelles balises de WordPress qui déterminent les blocs. Alors ces balises, en fait, elles servent à être détectées après lorsque l'article est lu à partir de la base de données avec le JavaScript et React.js, puisque je vous rappelle que tout ce qui concerne les blocs Gutenberg est bâti sur du JavaScript moderne avec le framework React.js. Donc ces balises en fait vont servir à détecter les contenus
et à générer les blocs correspondants. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but de ce tutoriel. Je vois au passage que pour mes blocs réutilisables ici, il se sert d'une référence, puisque je vois que là, le premier, il lui a donné une référence 405, et le deuxième, une référence 341. Je pense que cela doit correspondre à l'identifiant. On peut essayer de le vérifier en revenant ici dans la liste avec gérer tous les blocs réutilisables. Et si je survole ici juste le titre, je vois bien en bas que j'ai un poste d'identifiant 405, et si je survole l'autre, j'ai un identifiant de 341. Donc c'est bien le cas. Ici, 405 et 341 correspondent à l'identifiant du bloc réutilisable. En fait, il doit le stocker à part, dans un élément à part. Je reviens ici, je reviens dans les articles, dans l'article que j'étais en train d'éditer. Et pour finir ce menu ici, nous avons une dernière section qui s'appelle Options. Et nous allons avoir en fait ce qui correspondait avant dans l'ancien éditeur. Vous aviez en haut un bouton qui faisait dérouler une petite fenêtre qui vous permettait de choisir ce que vous vouliez afficher. On reconnaît ici la liste des catégories, les étiquettes, l'image mise en avant, l'extrait, etc. Par exemple, ici dans notre barre de réglage, au niveau du document, j'ai la possibilité de choisir l'image en avant. Si je vais dans Options ici et que je décoche image en avant, à ce moment-là, je vois qu'elle disparaît. D'ailleurs, ça disparaît en direct. Je peux décocher extrait, je vois que extrait disparaît, etc. Discussion. Donc, ce menu Options vous permet de régler ce qui apparaît à l'écran. Je vois une nouveauté qui s'appelle Activer les astuces. Je peux cliquer dessus. Je ne sais pas ce que ça va faire encore, mais peut-être que cela va nous afficher des aides contextuelles ou autres. Donc je le laisse ici, activer les astuces. Je décoche et voilà, je vois que j'ai des petites pop-up qui s'affichent. Si je clique sur voir l'astuce suivante, il va me dérouler tout un tas de trucs. Donc si ça vous déplaît, à ce moment-là, vous revenez ici dans le menu Options et vous décochez activer les astuces et tout va rentrer dans l'ordre. Je reviens momentanément ici dans le tableau de bord. Je cherchais si on pouvait accéder directement au bloc réutilisable. Apparemment, ce n'est pas le cas, ou alors j'ai peut-être pas trouvé encore. Alors, quoi qu'il en soit, lorsque nous sommes en édition ici, à l'intérieur d'un article ou d'une page, et que nous cliquons sur gérer tous les blocs réutilisables, nous pouvons, bien sûr, si nous voulons, en créer un nouveau ici, en cliquant sur ajouter. Nous pouvons créer un nouveau bloc. Nous ne sommes pas obligés de le faire à partir de l'édition de l'article. Nous pouvons préparer des blocs réutilisables à l'avance et les utiliser après. Donc là, je vais annuler ce que j'ai fait. Alors, je ne sais pas trop comment. Je vais cliquer sur tableau de bord. Je reviens ici. Ensuite, au niveau, rappelez-vous du code, je vous avais dit que lorsque nous avons un bloc réutilisable ici, je pense qu'il utilisait l'identifiant d'un poste, et c'est bien le cas, puisque ici, j'ai ouvert la base de données. Et rappelez-vous que nous avions noté l'identifiant 405 ici. Nous voyons que son contenu est stocké dans un poste. Le nom du poste s'appelle bloc réutilisable sans titre. D'ailleurs, je ne sais plus où il était. 405, c'était le premier. Alors, je reviens. Article. Hello. Tiens, pourtant, j'avais mis un titre. Alors, je reviens ici. Normalement, le 405, il a un titre, mais bon, ça n'a peut-être pas été mis à jour. Oui, qu'il a mis bloc réutilisable sans titre. Ah si, post title, un paragraphe simple ici. Post name, alors là, je sais pas. Bon, il y a des trucs. Il va falloir se familiariser avec des nouveaux éléments, puisque là, nous avons des nouveaux types de blocs. Puisque vous voyez ici que si je déroule un petit peu, dans le post type ici, nous avons WP underscore block. Donc nous avons un nouveau type de bloc qu'il va falloir faire avec. Voilà, ça c'était pour la petite précision technique. Bien sûr, pour l'instant, tout ça, ce sont des concepts nouveaux. Et il va falloir les découvrir petit à petit. Là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question de savoir comment on pouvait accéder directement à cette partie ici de traitement de blocs. Je pense que plus tard, une nouvelle entrée va arriver, je ne sais pas. J'ai fouillé tous les menus, je n'ai pas trouvé. Donc, affaire à suivre. Et pour finir la vérification dans la base de données, au niveau des postes, rien n'a changé, puisque nous voyons que notre poste ici, Hello, qui a un identifiant de 382, si je retourne ici dans la base de données,
Je vais le trouver ici, 382, et je vois qu'il a toujours un post type égal à post, hein, ça n'a pas changé. Par contre, le contenu maintenant va intégrer toutes les nouvelles balises. Si je le retrouve, alors ici, voilà, 382, le post content. Alors je vais cliquer sur éditer ici. Je vois que le contenu du post maintenant, il contient tout le contenu que j'avais récupéré avec copier le contenu ici. On reconnaît bien les balises d'ouverture et de fermeture. Voilà maintenant comment nos articles sont stockés dans la base de données avec des nouvelles indications. Et lorsque WordPress crée des pages et qu'il va extraire les articles dans la base de données, eh bien, il y a la couche de JavaScript qui va se mettre en branle pour interpréter tout le contenu et convertir ceci en une image, c'est-à-dire en un bloc image, ceci en un bloc paragraphe, etc. Voilà comment ça fonctionne. Je retourne dans l'éditeur Gutenberg et nous allons explorer un dernier point, la palette de couleurs. Je me déplace vers un paragraphe ici, je clique dedans et rappelez-vous que nous avons ici dans les éléments du bloc une zone de menu réglage de couleurs ici qui fait apparaître une palette de couleurs et nous pouvons changer la couleur de l'arrière-plan ainsi que la couleur du texte. Nous pouvons effacer et nous pouvons aussi mettre une couleur personnalisée, etc. Nous avions discuté de tout cela précédemment et nous avions admis qu'il n'était pas toujours judicieux de laisser à l'utilisateur final la possibilité de modifier les couleurs dans une gamme trop importante. Nous pouvons désormais ici mettre une palette de couleurs personnalisée. Pour ceci, nous devons utiliser les fonctions Add Theme Support dans le thème. Si nous allons ici dans la page consacrée à la fonction Add Theme Support, nous allons voir en descendant un petit peu, ici, dans le changelog, qu'à partir de la version 5, nous avons des nouveautés qui ont été ajoutées. Bon, le support de Align Wide, ça on l'avait vu. Nous avons d'autres possibilités et nous avons aussi Edit Color Palette, etc. Donc nous allons utiliser une de ces possibilités. Je vous laisse éventuellement explorer les autres. Si vous descendez un petit peu, ici vous allez voir tout le détail de tout ce qui est disponible. Donc vous allez retrouver ce qui concerne les palettes de couleurs quelque part où vous ferez une recherche sur internet. Mais de toute façon, tout est là. C'est dans la fonction Add Theme Support. Je vais retourner dans l'éditeur de code, ici. Je vais me positionner dans cette zone ici. Au niveau d'une portion de code que j'avais préparée et que j'ai commenté, je vais donc enlever les commentaires, comme ceci. Ici, je fais donc intervenir la fonction Add Theme Support, à laquelle je passe le paramètre Editor Color Palette. Ensuite, j'ajoute un tableau qui contient d'autres tableaux qui, eux, contiennent une entrée pour chaque couleur, tout simplement. Dans ce cas, j'ai mis du noir, du blanc, du bleu, du rose et du vert avec la valeur hexadécimale associée ici. Vous pourriez mettre autant de couleurs que vous voulez. Ça vous permet de restreindre les couleurs utilisées dans la palette. Je vais donc enregistrer ce fichier ici. Je vais revenir dans l'éditeur. Je vais recharger la page. Et maintenant, si je reviens dans mon paragraphe et si je fais réapparaître le réglage de couleurs, je vois que la palette de couleurs a été changée et je peux restreindre au maximum les couleurs que je mets à disposition de l'utilisateur. On a un dernier point critique ici, c'était l'existence du bouton couleur personnalisée. Dans ce cas, il existe toujours et l'utilisateur pourrait créer une couleur qui ne correspond pas à la charte graphique ou qui n'est pas correcte. Alors à ce moment-là, on a une nouvelle option supplémentaire pour supprimer cette palette personnalisée. Je reviens dans le code, ici, et je vais décommenter cette ligne ici que j'avais préparée, comme ceci. Je fais toujours appel à la fonction Add Theme Support, et cette fois-ci, je vais passer simplement le paramètre Disable Custom Colors, et ça va enlever la palette de couleurs personnalisée. J'enregistre le fichier, je retourne sur le site, je vais rafraîchir, je vais faire réapparaître la palette réglage de couleurs, et je vois que désormais, il n'y a plus le bouton de couleur personnalisée et donc l'utilisateur sera obligé d'utiliser les couleurs que je mets à sa disposition. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Nous avons vu Gutenberg dans son état final puisque maintenant il fait partie du corps de WordPress version 5. Nous avons vu les dernières modifications qui ont été faites. Bien sûr, dans les prochaines vidéos, si je détecte des nouvelles choses, je vous en ferai part.
Mais comme je l'ai dit précédemment, je ne vais pas forcément faire des vidéos sur tous les types de blocs, c'est pas forcément utile puisque les blocs se ressemblent un petit peu. Et comme je vous avais dit avant, je préfère vous montrer la démarche pour les utiliser. Je pense que dans une prochaine étape, je vais essayer de me pencher sur les galeries, puisqu'il y a eu des nouveautés avec le Flexbox, etc. Les galeries sont générées différemment. Et on étudiera aussi un petit peu peut-être les balises images avec les attributs SRC7. Mais ça, je le ferai peut-être aussi dans une vidéo à part pour tout ce qui concerne le responsive et tout ça. Voilà, donc ça viendra suivant comme ça se présente. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer à explorer Gutenberg. Et d'ici là, je pense qu'il aura encore subi des modifications et des améliorations. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. Et encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité.